Yo! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode de Un café avec ton courtier, mon podcast où est-ce qu'on parle de finances personnelles. Cette semaine, j'avais un invité fantastique, Monsieur Maxime Stencer, chef des comptes nationaux chez Manuvie et également le président du conseil d'administration de PHC, Professionnel Hypothécaire Canada. On a eu une belle discussion où est-ce qu'on a parlé du rôle de PHC, des différences dans le courtage hypothécaire ou dans le financement hypothécaire entre le Québec et le reste du Canada. Donc, une belle discussion bien intéressante. Je vous invite fortement à l'écouter. Je tiens à souligner notre nouveau commanditaire, BFast Café, un distributeur de café basé à Sainte-Adèle. Je vous invite à aller les visiter sur leur site web bfastcafé.ca. Leur café est délicieux, profitez-en. Mais pour l'instant, écoutez mon podcast. Yo! Salut Max, merci beaucoup d'être ici. Maxime Stencer, chef des comptes nationaux chez Manuvie et président du conseil d'administration de chez PHC. Oui. Je voudrais commencer parce que je pense même les courtiers ne savent pas c'est quoi. Puis moi, je l'ai même déjà expliqué en disant « c'est le syndicat des courtiers hypothécaires. Mais c'est pas ça du tout. Non. MPC, c'est quoi? OK. MPC en anglais, Mortgage Professionals Canada, en français, Professionnel Hypothécaire du Canada. C'est la plus importante association du milieu hypothécaire au Canada. Ça regroupe plus de 15 000 membres. La plupart de ces membres-là, ce sont des courtiers hypothécaires dans toutes les provinces du Canada, mais aussi membres de l'association sont les grands prêteurs qui œuvrent dans le milieu hypothécaire, des assureurs hypothécaires et d'autres fournisseurs là, qui gravitent dans le milieu hypothécaire. Donc, non, c'est pas un syndicat, c'est une association qui aide à avancer le milieu hypothécaire au Canada et faire connaître le métier de courtier hypothécaire par le consommateur. Mais vous faites aussi un peu du lobbying ou des pressions. Vous faites... Ouais. Vous poussez les intérêts des courtiers hypothécaires, d'une certaine façon. Du milieu hypothécaire, je te dirais plutôt. Là. C'est sûr que par la bande, ça va venir aider l'industrie du courtage hypothécaire, mais effectivement, une des missions de l'association, c'est de faire des représentations au gouvernement de différents paliers provinciaux et fédéraux pour l'avancement du milieu hypothécaire, améliorer l'accessibilité à l'habitation, l'affordability des hypothèques et les autres lois qui gravitent autour de l'hypothèque. Comme tu le sais, tu travailles dans le domaine, et sûrement tes auditeurs aussi. Il y a eu beaucoup de changements de loi depuis, même, je te dirais, on recule longtemps, mais surtout depuis 2016. Et certains sont favorables à l'accessibilité à la propriété et à la business des courtiers hypothécaires, mais d'autres peuvent créer des freins, des obstacles. Donc, l'association est là pour veiller sur les intérêts des Canadiens et Canadiennes et les Québécois et Québécoises pour l'accessibilité de la propriété, mais aussi pour les courtiers pour leur affaire. C'est quoi actuellement? Je me suis dit, vous faites toujours un bon travail là, de présenter sur quoi vous travaillez ou sur quels aspects, quelles solutions, quels règlements vous voulez voir changer. C'est quoi présentement sur lesquels vous travaillez? OK, bien, présentement, ce qui n'est pas encore réglé, mais sur lequel on travaille très fort, c'est la vérification des revenus directement avec l'Agence du revenu du Canada et éventuellement le Revenu Québec. Le but de ça, c'est vraiment de réduire les instances de fraude. Les plus grandes instances de fraude au niveau hypothécaire, c'est au niveau des revenus. Et l'industrie est assez d'accord que si le courtier hypothécaire peut avoir accès à des vérifications de revenus directement de la source gouvernementale, ça viendrait minimiser là, les possibilités de fraude au niveau du revenu. Donc, dans le jargon, là, c'est d'obtenir les T1, les T4 directement du gouvernement et donc pas demander nécessairement du... Pas nécessairement obtenir les documents, mais au moins obtenir l'information ou une confirmation de l'information qui est présentée par le client sur ces documents. Je comprends. Si le client t'a fourni son avis de cotisation qui donne un montant, je dis n'importe quoi, de 85 292, si tu peux soumettre ça dans une machine, la machine te dit oui ou non, c'est exact. Ça vient donner un certain niveau de confort que le document n'a pas été altéré et donc il n'y a pas d'instance de fraude. Donc ça, c'est une grosse bataille en ce moment. Je sais que, je pense que c'est Newton. Newton a annoncé quelque chose là, qui s'en viendrait là, janvier, si ce n'est pas déjà commencé même, d'avoir une sorte de vérification qui ressemble à ce que tu dis. Oui, effectivement, ils sont en projet pilote, si je comprends bien. Donc, ça vient, je pense que ça fait même 2 semaines, là, c'est vraiment tout nouveau. Ils sont en projet
projet pilote avec ce projet-là, qui est complémentaire aux efforts de PHC. Donc, évidemment, ils ont consulté avec PHC et on a eu un dialogue avec eux pour le lancement de cet outil-là. Et honnêtement, je ne connais pas trop les détails dans le background. Il y a des experts qui s'occupent de ça. Mais tu vois, c'est une preuve de plus que c'est un sujet qui est vraiment comme au forefront là, de ce que les gens discutent. J'ai lu ça sur l'infolettre de PHC. Ah, c'est vrai? Et voilà. Puis je te disais aussi, parlais comme... fait que ça, on travaille là-dessus, mais des victoires qu'il y a eu dernièrement, c'est premièrement l'amortissement de 30 ans pour les nouveaux acheteurs. C'est ça, les premiers acheteurs. Tu te rappelles au début, quand ils ont lancé le 30 ans, c'était seulement pour premiers acheteurs de nouvelles constructions. On est retourné au gouvernement à dire, OK, ben, c'est bien, mais ça peut être mieux. Ils ont élargi ça pour les premiers acheteurs et on continue nos efforts pour élargir ça pour tous les acheteurs d'une propriété à avoir un amortissement de 30 ans. Fait que ton rôle est vraiment national. En fait, tes deux rôles sont nationaux. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme différence? Il n'y a rien, évidemment, c'est une question super Québec, là. Il n'y a rien qu'on aime mieux, les Québécois, de se faire dire. Comment qu'on est différent? Oui. Comment qu'on est différent par rapport au courtage dans le reste du Canada? Moi, je me souviens d'avoir eu un rôle qui était Québec et Ontario, ce qu'on appelait un rôle national. Donc, un rôle... la différence était intense. C'était vraiment marqué. Là. Tu le savais. Tu avais une discussion de 3 minutes avec quelqu'un. Il parlait en français ou il parlait en anglais. Mais tu étais hâte de savoir si lui, c'était un courtier en Ontario ou au Québec. C'est quoi la plus grande différence que tu vois comme... Ça, c'est une grosse question. On pourra en parler longtemps des différences. Je commencerai par dire le marché est différent. Juste l'écosystème hypothécaire entre le Québec puis, mettons, le Canada anglais, si on prend l'Ontario, est très différent. On pourrait commencer juste par... On est dans un marché où on a 2 prêteurs hypothécaires qui dominent de loin le marché. Desjardins et Banque nationale, c'est peut-être quoi maintenant? Là? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les statistiques. Là. Peut-être 60% de part de marché. Là. 50 certains, là, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il y a un autre marché, peut-être même sur la planète, où il y a 2 prêteurs qui se partagent autant un gros morceau de la tarte. Et ils sont presque absents dans les autres provinces. Exact. Absent, j'exagère. La Banque nationale sont quand même une bonne présence. Même Desjardins ou en Ontario, c'est quand même présent, mais sont définitivement pas aussi dominants qu'au Québec. Non, exactement. Puis même, Desjardins a une petite présence au niveau hypothèque résidentielle en Ontario, une très grande présence au Québec. Ils ont apparu dans les parts de marché. Ils étaient rendus, je pense, dans le top 8 de parts de marché nationales. En ayant juste une très petite présence à l'extérieur du Québec. Fait que ça donne vraiment comme une idée là, de l'importance de ce marché. Donc, ça l'affecte l'écosystème du courtage hypothécaire au Québec parce que tu as deux figures très, très, très dominantes, alors que dans le Canada anglais, il y a plus de choix de prêteurs. Donc, déjà là, c'est une grande différence. L'autre chose, je pense, c'est l'écosystème, c'est l'environnement immobilier aussi. Nos valeurs au Québec... heureusement, là, je sais qu'il y a probablement des gens qui disent les maisons sont rendues chères. C'est vrai. Mais comparativement en Ontario ou en Colombie-Britannique, la valeur moyenne des propriétés au Québec est quand même nettement inférieure, qui facilite la qualification des hypothèques, qui facilite aussi l'assurabilité, là, pour tes auditeurs qui connaissent la différence entre l'assurabilité et la non-assurabilité. Et donc, ouvre des possibilités transactionnelles différentes au Québec et en Ontario. C'est la raison pour laquelle il y a plus de prêteurs de catégorie B ou alternatifs ou même privés dans certains marchés ontariens et BC. Parce que le marché immobilier... Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, exactement. Fait que ça, je te dirais que c'était un gros facteur. L'autre facteur, c'est juste carrément la quantité de courtiers hypothécaires au Québec. Tu sais, Gilles Bouillon, là, qui est une légende là, de l'industrie ici au Québec, a toujours dit que ça nous prend beaucoup plus de courtiers hypothécaires. Je suis dans ce camp-là aussi. On est sous-représenté par rapport à notre population si on regarde les autres provinces. Ça pourrait s'expliquer par justement la dominance de Desjardins et Banque nationale, puis leur réseau de représentants et autres facteurs. Là. Fait que ça aussi, c'est un grand facteur. Par contre, je veux juste compléter sur ça. Parce que moi, ça m'arrive jamais, c'est pas jamais, là, mais vraiment rarement d'être en compétition contre un autre courtier. On va être très, très, très souvent en compétition contre une institution financière. Mais contre un autre courtier, c'est très rare. Fait que, Gilles ou toi, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas assez de courtiers. Il pourrait en avoir plus, du moins. Oui. Mais aussi, OK, là, tu viens de sparker une idée, par contre, c'est que là où je m'en allais, c'est que je vois quand même une très belle... cohésion et une solidarité du courtage hypothécaire au Québec qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. OK? Beaucoup de collaboration, puis étant sur le conseil de PHC depuis 5 ans maintenant, comme
les acteurs importants là, du courtage au Québec, toutes les différentes bannières qui sont techniquement en compétition l'un contre l'autre, ils se rassemblent ensemble pour le bien-être de l'industrie. Une collaboration qu'on ne voit pas autant. On en voit, là, OK? Mais pas autant ailleurs. Donc, ça aussi, je trouve que c'est une distinction, mais une distinction très positive pour notre industrie aussi au Québec. Je me souviens, moi, d'avoir connu ça, où est-ce que les prêteurs sont moins friendly, les bannières de courtage au cabinet au Québec, les bannières sont moins proches aussi. Ça joue du coude pas mal plus, mais évidemment, c'est normal juste par le fait qu'ils sont plusieurs sur le même coin de rue. Là. Donc, ils doivent jouer du coude un tout petit peu plus. Oui, exact. Sinon, c'est le fun de voir un peu la différence géographique. J'ai envie de profiter. Toi, dans le fond, le courtage hypothécaire ou même le financement hypothécaire, tu es là-dedans depuis combien de temps? Depuis 2012. 2012, ça fait plus de 10 ans. On va faire 14 ans bientôt. Oui. On a comparé géographiquement. Maintenant, dans le temps, qu'est-ce que tu trouves qui a changé dans le prêt hypothécaire ou dans les courtiers hypothécaires, le travail du courtier hypothécaire? Tu sais, pas juste le fait qu'on a passé du fax à Zoom, mais qu'est-ce que tu trouves qui est vraiment différent dans la relation qu'ils ont avec les clients, peu importe, je laisse aller. Ben, ce qui vient à l'esprit en premier, Verlin, c'est la complexité. Okay? La complexité des transactions, la complexité des transactions immobilières est beaucoup plus grande aujourd'hui que v'là 20 ans. Dans le temps, quand on avait 0% de mise de fonds, 40 ans d'amortissement pour un duplex, je veux dire, honnêtement, on aurait dû tout acheter des duplex à ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pensait. Ne qualifiait pas. C'est ça, exactement. Alors qu'aujourd'hui, ça prend un peu plus de gymnastique pour qualifier les clients. Mais c'est une bonne chose. Tu sais, parfois, il y a des courtiers qui me disent « Oh là, Max, c'est rendu compliqué, là. » Good. Tu sais, la raison pour laquelle un cardiologue fait 800 000 par année, c'est parce que je ne peux pas m'opérer moi-même sur mon cœur. Donc, c'est la même chose. C'est que, oui, c'est vrai que c'est plus de travail. Par contre, ça crée un besoin. Le consommateur a de plus en plus besoin d'un spécialiste financier hypothécaire pour trouver des solutions pour sa situation ou pour optimiser même sa situation financière. Fait que moi, je suis un fan du fait que c'est plus complexe, mais ça, c'est vraiment une grande différence à travers les années. Puis l'autre chose, c'est les parts de marché. Je veux dire, les parts de marché du courtage hypothécaire ont facilement doublé au Québec depuis 2012. Là. C'est un métier de plus en plus connu. Tu sais, dans le temps, j'ai l'impression que la job d'un courtier, c'était magasiner. Juste magasiner. Oui. De plus en plus, c'est un rôle de conseil. C'est un professionnel. On le voit dans le nom de l'Association professionnelle hypothécaire du Canada. Et ça l'amène des consommateurs vers ce canal-là. Et donc, ça crée un intérêt pour le métier. Donc, on voit juste l'ampleur de l'industrie aujourd'hui qui a grandi de façon phénoménale. On le voit beaucoup dans, moi, les clients que j'ai qui viennent nous voir, évidemment, pour avoir un taux, parce que c'est la chose qui est facilement comparable. Exact. J'ai 3,89, mon voisin a 3,94, j'ai une meilleure hypothèque. Mais ils viennent aussi beaucoup nous voir pour simplifier ce qu'ils ne comprennent pas. Oui. Donc, des fois, les banques vont avoir un lingo qui est compliqué. Fait que des fois, on a de la traduction à faire, de leur expliquer le tout. Mais de plus en plus, les clients qui viennent nous voir en disant « Hey, j'ai eu tel taux chez telle banque. Peux-tu me battre ça? » Chez telle banque. Des fois, ils veulent rester à la même place. OK. Moi, dans ce temps-là, je dis, ben non, moi, j'ai les mêmes taux que la banque. J'aurais pas mieux, j'aurais pas pire. Je vais avoir les mêmes taux que l'institution financière. Puis des fois, ils sont, ah oui, je pensais que d'aller voir un courtier. Ben, je suis comme, ben non, la banque, elle a un prix. Les bananes, ils coûtent ce prix-là. Parce que moi, je vais te trouver les meilleures bananes de toutes les épiceries du quartier. Tu sais. C'est un petit peu ça. Mais j'ai envie de te relancer une question d'abord. Comme le client qui fait ça, là, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux parler du service, puis du suivi, puis du follow-up, puis l'accompagnement? Tu sais, c'est pas pour dire que les banques, on parle de succursales ici, là, c'est pas pour dire qu'ils font pas une bonne job. Il y a certainement une clientèle pour ça. Mais ce que je remarque dans le marché, c'est que les clients veulent de plus en plus un service personnalisé, adapté à leurs besoins, avec du foresight, de la proactivité. Selon moi, c'est un courtier hypothécaire qui est mieux positionné pour faire ça? Je vais te donner l'exemple qu'on a fait beaucoup en 2024 puis en 2025. En 2023, les taux étaient à 6,24. J'ai fait des hypothèques à 6,24. Évidemment, en 2024, les taux étaient redevenus à 4,14. Mais il n'y a aucune banque qui va appeler son client pour lui dire « Hey, je te prête de l'argent à 6,24, j'aimerais ça arrêter de te charger 6,24 puis te charger 4,14. » Donc, nous, les courtiers hypothécaires, évidemment, on faisait ça. On rappelle nos clients pour dire « Hey, tu peux briser ton hypothèque, on va refinancer. » Bref, il y avait différentes stratégies à faire. Oui, il y a une pénalité, mais si ça devient gagnant, puis on a fait les calculs avant d'appeler notre client de toute façon. Exact. Puis les clients
capotait puis il disait pourquoi que ma banque m'a pas appelé pour ça? Ben, ils vont jamais mettre ces mécanismes-là en place parce que c'est pas à leur avantage. Fait que c'est sûr qu'on donne un service je pense qui va un peu plus loin, juste par le fait qu'on n'est pas impacté par le bottom line de l'institution financière. Exact. Puis l'autre chose, c'est qu'en étant travailleur autonome, là, tu sais, il y a une certaine... C'est sûr que tu as du turnover dans le courtage hypothécaire, don't get me wrong, mais tu as pas mal plus de turnover dans les réseaux bancaires que dans le courtage hypothécaire. Tu sais, tu travailles pour toi-même, tu es impliqué dans la communauté. Il y a une certaine responsabilité qui vient quand c'est ton propre book de business versus un portefeuille qu'une succursale te donne. Ça aussi, je pense que ça vient avec un niveau d'engagement rehaussé pour le client là, qui cherche des services. Mais non, mais tu sais, on a travaillé tous les deux dans les grandes banques. Ouais. Tu travailles encore dans une grande institution financière. Ouais. On a travaillé chez Desjardins les deux en même temps. Ouais. Quand il y avait un conseiller qui était bon dans une succursale, c'est quoi la première chose qui arrivait? Il se faisait promouvoir, il y avait une promotion. Oui. Donc, il devenait gestionnaire ou il décidait, ben, tu sais quoi, je vais devenir courtier. Oui, exactement. Ou représentant pour ensuite devenir courtier, effectivement. C'est difficile. Puis évidemment, ils se font demander beaucoup de choses, les gens sur ça. Parce que des fois, j'aime pas ça faire le parallèle entre un travailleur autonome, ça va travailler plus qu'un employé. Je connais plein d'employés qui travaillent très, 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 très fort. Oui. Puis je veux pas nécessairement faire ce parallèle-là. Mais c'est juste que la pyramide de croissance est organisée pour que si t'es bon, tu changes de rôle. Oui. Alors que travailleur autonome, si t'es bon, tu veux rester dans ce rôle-là parce que tu fais de l'argent. Oui. Donc, pour un client qui le sait que son conseiller à la succursale va changer aux 10 mois, je sais pas trop, des fois ça va vite, ben ça peut être rassurant de savoir que il va être là encore quand ma préqualification, quand je vais retrouver ma maison. T'sais. Exact. Puis tu sais, le progrès pour un courtier hypothécaire qui est bon, qui grossit sa business, c'est de grossir son équipe. C'est pas d'aller faire autre chose. C'est de dire, OK, là, je vais m'engager une couple d'adjoints, je vais avoir des courtiers sous moi, je vais peut-être gérer une équipe, puis je vais superviser les courtiers. C'est ça l'évolution d'un courtier successful, pas je vais devenir gestionnaire d'une autre succursale ailleurs. Là, non, exactement. Puis tu sais, ça, c'est un... Ça, je le vois changer un petit peu, ça, parce que c'était beaucoup le thinking il y a quelques années. Là, puis je trouve que depuis... je sais pas trop, 5 ans, il y a de moins en moins. Il va y avoir les adjoints, ça absolument, parce que c'est pour un équilibre de vie. Oui. Mais il y a beaucoup de courtiers, puis je pense que je suis là-dedans, qui veulent pas d'équipe. Okay. Moi, je veux pas avoir à enseigner à quelqu'un, OK, voici les 5 P du crédit, les 5 C du crédit. Je sais pas, moi, j'aime ça, être avec les clients. Puis, tu sais, je l'ai fait être gestionnaire, justement, chez Planiprêt, chez Desjardins. J'ai fait ce rôle-là. Puis là, maintenant, moi, je veux être avec le client. J'ai pas envie de référer à quelqu'un d'autre. Je veux être avec. Mais c'est des modèles d'affaires qui ont un petit peu changé. Puis, autant avec mes partenaires, je peux leur dire, non, c'est moi qui vais m'occuper de mon client. Évidemment, en arrière, l'administration, puis tout ça, ça va se faire par quelqu'un d'autre. Oui. Mais... il y a plein de différents modèles qui fonctionnent. Oui, effectivement. Exactement. Je vais aller un peu à ton rôle de chez Manuvie. Okay. J'aimerais s'en parler un tout petit peu parce qu'on a parlé beaucoup de ton rôle chez MPC. Parle-moi un petit peu. Chef des comptes nationaux, qu'est-ce que ça fait? OK. Donc, nous, à la Banque Manuvie, on est une banque qui fait partie de la famille, de la grande famille de Manuvie, évidemment. Donc, une banque charte fédérale. On est peut-être moins connu puisqu'on n'a pas de succursale, justement. C'est une banque virtuelle, pleinement numérique. On a 2 réseaux de distribution. Donc, le réseau de distribution des courtiers hypothécaires et le réseau de distribution des conseillers financiers. Donc, nos produits sont distribués dans les 2 réseaux. Pas tout à fait exactement les mêmes produits. Ça dépend de la spécialité. Et mon rôle consiste à gérer et maintenir les relations avec les firmes avec qui on travaille. Donc, les bannières hypothécaires, mais aussi les firmes conseillers financiers. Donc, PIC ou Hub ou toutes ces Manuvie, justement. Ouais. Il y en a plein, là. Vous avez vos propres produits, mais vos conseillers peuvent offrir des produits d'autres. Les conseillers Manuvie sont indépendants. Ils peuvent offrir les produits auxquels ils ont accès, entre autres les produits de la banque Manuvie. Puis toutes les firmes que je viens de te nommer, c'est des firmes indépendants. Donc, ils peuvent offrir une panoplie de différents produits. Donc, mon équipe gère les relations avec la haute direction de ces firmes-là pour s'assurer que la banque Manuvie est bien représentée au sein de la firme, que nos équipes de vente ont accès aux courtiers ou aux conseillers pour les éduquer sur les produits, les promotions, les qualifications, et ainsi de suite. Ben, je vais te poser la question à ce moment-là. C'est quoi, peut-être du côté du régulateur, mais c'est quoi la différence que tu vois entre ces 2 canaux-là? Je sais pas si c'est dans les humains, dans les réglementations, je sais pas, qu'est-ce que... Ou il n'y a rien qui se compare, c'est complètement différent. Ben, c'est 2 métiers différents, je te dirais. OK, on distribue nos produits hypothécaires dans le milieu de conseiller financier aussi, mais c'est un système de référencement. Donc, le conseiller financier, ben, il y en a qui sont
double licensed, là, mais ceux qui ne sont pas dual licensed, ils n'ont pas le droit de faire l'hypothèque, ils ne sont pas des courtiers hypothécaires, donc ils réfèrent à un employé de Manuvie à l'interne qui rencontre le client puis qui fait la prestation de service. Alors que sur le côté courtier, ben, c'est votre métier, vous avez le permis, vous avez l'expertise, vous connaissez les produits. Donc, c'est ça la différence au niveau hypothécaire. Au niveau conseiller, ben, ils font aussi des placements. Il y en a qui ont des conseillers d'assurance. Donc, un peu plus... ils ont parfois un scope un peu plus large, je te dirais. Mais on voit de plus en plus de conseillers financiers travailler avec un courtier hypothécaire. Justement, comme on parlait tantôt, que les besoins des clients sont de plus en plus sophistiqués et le client, les attentes des clients sont plus élevées qu'avant. Donc, de matcher ces deux professionnels-là de la finance ensemble, c'est une recette gagnante pour la plupart des Québécois en ce moment. Je trouve que ça devient nécessaire. Évidemment, les maisons sont de plus en plus chères, donc l'hypothèque est de plus en plus grosse. Puis on l'a toujours dit là, qu'acheter une maison, c'est probablement ta transaction financière la plus importante de ta vie, mais elle prend tellement une grosse place dans le budget mensuel des Canadiens ou des Québécois qu'elle est inséparable de la gestion de la retraite, elle est inséparable de la gestion fiscale. T'sais. Fait que tout devient connecté, que ça devient important de travailler avec des gens comme ça qui ont l'ouverture. Là. C'est pas tout le monde, des fois, sont comme « Ah, toi, tu fais juste t'occuper de l'hypothèque. » Mais la plupart, je dirais qu'il y a une belle ouverture pour je sais pas trop, tisser des liens puis offrir un meilleur service aux clients. Non, effectivement, comme c'est indéniable que la dette, le passif, doit faire partie d'un plan financier 360 degrés. Donc, de matcher ces deux professionnels ensemble, c'est extraordinaire. Pas juste pour la planification, mais aussi peut-être pour l'accumulation d'actifs et de richesses. Ça peut faire partie du plan aussi. Donc, pour nous, ça fait beaucoup de sens de travailler dans les deux milieux. C'est pas mal ça que notre équipe fait actuellement. La Banque Manuvie est en croissance phénoménale. Dans le canal courtage, on a gagné prêteur de l'année, en fait, en 2025, c'est pour cette année, là, au Gala national au mois de mars. Félicitations. Mois de mars ou avril. Merci. Puis on a connu une croissance extraordinaire, fait que c'est comme pas une surprise là, que cette popularité-là est arrivée. Et même chose, une super belle croissance avec le réseau des conseillers financiers également. Des deux côtés, good. C'est clairement parce que tu es arrivé. Ça doit être ça. Mais moi, je trouve que vous avez des beaux produits. Je trouve que, tu sais, puis comme tout prêteur, pour nous, les courtiers hypothécaires, il y a de l'amélioration à aller chercher. Je veux pas vous êtes pas gêné de nous le dire. Non, exactement. Mais il y a de l'amélioration à aller chercher dans l'exécution. Mais vos produits, moi, je trouve que c'est des produits qui sont... Je dirais à tous les prêteurs d'aller imiter vos produits. Parce que vous amenez beaucoup de flexibilité. Ça permet d'avoir plusieurs stratégies différentes en même temps. Des fois, il y en a qui... Donc, tu as un choix. Fait que c'est intéressant, le fun de travailler avec vous. Puis ça nous donne... Une fois qu'on comprend les produits de Manuvie, ça nous permet d'offrir vraiment plus à nos clients. Oui. Non, je pense qu'on se démarque dans le marché parce que, évidemment, c'est une marque qui est connue du consommateur. Déjà, je ne me rappelle plus la statistique, là, mais c'était comme 2 Canadiens sur 3 ont un produit Manuvie à quelque part. Assurance, retraite. C'est huge. Whatever, OK? Fait que la marque, elle est bien connue, elle est respectée, les gens ont confiance dans la marque, mais ils ne savent pas que Manuvie fait des hypothèques. Très souvent, ça va être ça, right? En effet. Donc ça vous démarque parce qu'on n'est pas en compétition. Vous êtes, vous et les conseillers financiers, notre seul réseau de distribution. Donc, il n'y a pas vraiment de compétition. Et si un client veut un produit hypothécaire Manuvie, il doit passer par un ou l'autre. Donc, on est vraiment all-in avec ces deux réseaux-là. Et puis, ça nous permet de se démarquer dans le marché. Génial. J'embarquerai dans mon Kids Corner, petite chronique que je fais avec tous mes clients. Où est-ce que... Mais moi, je suis très intéressé par la future génération, puis de voir comment est-ce qu'eux vont faire les apprentissages financiers, comment ils vont apprendre les finances personnelles, ça va être quoi leur relation avec l'argent. Moi, je dirais, j'ai un bac en finance, puis j'ai une maîtrise en gestion, puis j'ai appris sur le tas. Malgré l'éducation que je peux avoir dans le commerce. Là, fait que je serais curieux, fait que je pose la question à tout le monde tout le temps, de dire, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton observation, une anecdote, peu importe, que tu peux avoir avec des jeunes, puis comment est-ce qu'ils gèrent leur argent, comment est-ce qu'ils l'apprennent, leur argent? Oh my God. C'est sûr que, comme
le budget, c'est numéro un. Ça, c'est le numéro un. Puis on est dans un monde actuellement, tu as sûrement eu le commentaire de tes anciens invités, Instagram, Facebook, la surconsommation, c'est devant leurs yeux tout le temps. Donc, c'est facile d'embarquer là-dedans. Donc, je pense que d'avoir un budget très rigoureux dès un jeune âge et de comprendre la valeur de l'argent. L'anecdote que je te donnerais, Pierre-Alain, là, c'est quand j'étais jeune, mettons, là, je voulais une paire de souliers de basketball, là, les Jordans. Okay? Ouais. Puis là, mais les Jordans, dans le temps, ils coûtaient 120$. Mes parents me disaient, tu as un budget de 80$ pour tes souliers. Non, je veux le 120$. Non. Si tu veux les Jordans 120$, tu payes la différence. Wow, attends une minute. Là, je réfléchissais. Là. Ouais. Parce que là, c'est 40$ de mon argent que j'ai peut-être passé les journaux, j'ai peut-être tondu la $4 de l'heure. Oui. Là, je suis comme, OK, mais là, c'est-tu vraiment une belle décision de dépasser cet argent-là? J'ai-tu vraiment besoin de ces souliers-là? Puis là, souvent, c'est comme, des fois, oui, je les prenais, des fois, non. T'sais. Mais au moins, ça suscite la réflexion, là, comme, c'est quoi la valeur de l'argent? Fait que ça, je pense que c'est une réponse simple, c'est de commencer à apprendre la valeur de l'argent et faire un budget jeune. Mais là où je suis intéressé, c'est tous les programmes gouvernementaux. Puis je suis fasciné qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces programmes-là. Tu sais, un régime d'épargne-études, nous, on connaît ça parce qu'on travaille dans le milieu. Mais j'ai vu une statistique que seulement 50% des enfants qui sont éligibles à un R3E en ont un. Wow. Ça, c'est de l'argent gratuit que le gouvernement nous donne. En fait, c'est de l'argent des contribuables, mais qui est réinjecté dans le système. Que oui, c'est vrai qu'il y a des obstacles budgétaires qui ne permettent pas de l'avoir. Par contre, il y a probablement une grande proportion des 50% des gens qui ne l'ont pas, qui ont le budget, mais qui sont juste pas au courant des avantages ou whatever. Le gouvernement a lancé le CELIAP il n'y a pas très longtemps. C'est aussi comme un programme phénoménal. Ouais. Free money que j'appelle. Ouais. Il faut vraiment en profiter. Fait que je me demande si les jeunes adolescents commencent à comprendre ces programmes-là, ou les parents des jeunes, et savoir comment en profiter pour se placer dans une position favorable financièrement dès un jeune âge. Ouais. C'est quand tu as parlé des réseaux sociaux, puis j'ai pas de podcast sur les réseaux sociaux, mais si j'en avais un, je ferais mon Kids Corner sur comment vous gérez l'utilisation des réseaux sociaux puis des écrans avec vos enfants. Mais, tu sais, moi, les miens, ils ont 8 et 10, puis c'est drôle parce qu'ils vont à l'école alternative, puis une fois par année, je dois aller donner un cours, essentiellement une avant-midi. Puis, je veux. Ah oui, sûrement. Et donc, cette année, puis là, je teste mon gars avant. Je vais aller parler de ça. L'année passée, j'avais fait un Carmen San Diego, aux affaires de même. Puis là, cette année, je disais, je vais aller expliquer comment on fait pour le système bancaire, comment ça marche. Prêter, donner de l'argent, la banque elle donne de l'argent, je vais acheter une maison, j'ai pas assez d'argent, la banque va m'en donner, il faut que j'y redonne. Puis sa réponse, c'était vraiment, arc, non, ça va être plate, papa. Fait que j'essaie de trouver c'est quoi l'âge clé. À quel âge qu'ils vont pouvoir être intéressés. Puis, tu sais, clairement, ils m'entendent parler d'hypothèque, puis ils m'entendent parler de. Je pense pas que les enfants de deuxième année, c'est rare qu'ils savent c'est quoi une hypothèque. Là. Fait que mon gars, il a une petite longueur d'avance. Mais quand même, ils sont encore pas intéressés à ça. Fait que c'est trouver la face. Ouais, c'est ça, mais c'est comme de revenir. Ouais. Tu reviens tout le temps. Puis, tu sais, comme il y a un clip que j'ai vu dernièrement que je trouve vraiment drôle. Puis, quand je le raconte, les gens qui ont des enfants, ils l'ont tous vécu, ce moment-là. C'est comme une famille, ils sont en train de souper, tu sais, des enfants de 7 ans, 9 ans, whatever, un beau souper, OK? On finit de souper, puis là, la facture arrive, puis le père, il check la facture, puis l'enfant, il dit « Ah, ça coûte combien? » Puis le père, il dit « 400$. » Puis le jeune, il dit « Ah, c'est pas pire, ça. » Tu sais, aucune idée. Lui, c'est comme, on a mangé un bon repas, 400$, that's all good, tu sais. Fait que mais c'est de vraiment faire comprendre, puis de marteler le point, c'est quoi la valeur de l'argent, c'est quoi un budget. Effectivement, comme je n'ai pas mentionné le crédit, mais Colin, il y a combien de jeunes qui, à 18 ans, ils appliquent leur première carte de crédit, puis c'est comme, il n'y a aucune idée c'est quoi l'impact, s'ils payent juste le minimum ou ils ne payent pas le... Tu sais, fait que c'est tout cet encadrement-là, je pense que c'est important pour les jeunes de comprendre. Non, absolument. Tu sais, c'est drôle que tu parles du 400$ au restaurant. Mes enfants, récemment, je leur ai dit qu'une maison, c'était plus cher qu'une voiture. Pour eux, c'était comme, non, une voiture, c'est technologique, il y a des lumières, ça roule, une maison, ça roule pas. C'est quand même plus cher. C'est bon, juste un petit peu. Un petit peu. Ouais. Max, je te remercie beaucoup d'être venu. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé? Y a-t-il quelque chose que tu veux plugger? C'est le temps, là. Non, écoute, pas vraiment. C'est juste que moi, je suis très fier du travail que PHC fait pour le bien-être des courtiers québécois, de l'industrie au Québec et de l'industrie au Canada. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que c'est au Québec, en fait, qu'on a la plus grosse, le plus haut
taux d'adhésion à PHI. On est très, très fiers de ça. Comme j'ai mentionné tantôt, la solidarité de l'industrie au Québec est très, très forte. Et puis, c'est ça, l'association travaille pour l'industrie puis pour les Canadiens et Québécois pour faire avancer le milieu hypothécaire. On est vraiment fiers du travail qu'on fait. Puis si jamais il y a des auditeurs qui sont courtiers puis ils savent pas ce que l'association fait puis ils veulent poser des questions, là, écrivez-moi, appelez-moi puis ça va me faire plaisir d'en parler. J'aime toujours ça, laisser le dernier mot à mon invité, mais là, je vais être obligé de juste rebondir sur ce que tu viens de dire là parce que, évidemment, ce que tu fais pour les courtiers, moi, je trouve que les courtiers, on est des privilégiés. Fait que je suis comme, OK, vous faites de quoi pour les courtiers hypothécaires? Je sais pas si on en a besoin, on est déjà chanceux dans la vie. Je veux dire, tout est relatif, là, mais on est déjà chanceux, on est déjà bien. Mais ce que vous faites pour j'appelle ça le lobbying, mais les pressions, c'est pour l'abordabilité, pour l'accessibilité à la propriété. Je trouve que ça serait vraiment un trou. Il y aurait un gap, il y aurait personne qui prendrait cette balle-là nécessairement. Donc, bravo à vous autres pour tout ce que vous faites. Non, merci. Puis, tu sais, moi, je suis sur le conseil d'administration, mais il y a un staff chez PHI qui fait tout ça. C'est des spécialistes, c'est des lobbyistes professionnels qui ont des contacts sur la colline parlementaire et à Québec. Ils font un travail phénoménal. Fait effectivement, on est très chanceux de les avoir. Go PHC. Yeah, that's right. Merci, Max. Merci à toi. Merci beaucoup à Maxime pour cette discussion super intéressante. Merci aussi à vous, les auditeurs. Merci à mon commanditaire, B-Fast Café. La semaine prochaine, on a un courtier immobilier de la région de Saint-Hyacinthe qui vient nous visiter. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Si vous voulez liker, n'hésitez pas. Vous voulez le partager, ce sera encore mieux. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.